Bonsoir et bienvenue dans les débats de la présidentielle, un débat de fond autour d'un grand thème de société. Et ce soir, comment lutter contre l'insécurité et tout particulièrement la délinquance des mineurs. Cette semaine, l'UMP a proposé de pouvoir sanctionner les enfants de 12 ans. Alors à partir de quel âge doit-on rendre des comptes? Et puis, au-delà de la délinquance des mineurs, quel est le véritable bilan de Nicolas Sarkozy en matière de lutte contre les violences et la criminalité? Et que proposent les socialistes dans ce combat contre la délinquance? Voilà, beaucoup de questions et deux invités pour y répondre. Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste du 18e arrondissement. Et puis face à vous, Philippe Goujon, vous aussi, bonjour. Bonjour. Vous êtes un élu parisien, député UMP du 15e et vous avez été longtemps dans la capitale adjoint aux questions de sécurité. Pour vous interroger à mes côtés, Luc Bronner du Monde et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonsoir tous les deux. Au cœur de notre débat, donc la délinquance des mineurs, avec cette proposition de l'UMP responsable à 12 ans. Philippe Goujon, même dans votre parti, certains comme Bernard Accoyer disent que c'est un peu jeune, 12 ans. Alors vous, cette mesure, vous êtes pour ou vous êtes contre? L'important, c'était d'engager le débat. Nos concitoyens constatent qu'il y a une délinquance de plus en plus violente et de plus en plus jeune. C'est vrai que les mineurs d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'il y a 30 ou 40 ans, ni même il y a 20 ans. Il y a eu une multiplication par 3 de la délinquance des mineurs en 30 ans. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures qui existent, qui datent d'ailleurs de gouvernements antérieurs ou qui ont été établies par ce gouvernement. Il existe, il faut le savoir, des mesures éducatives pour les mineurs de moins de 10 ans. Il est question... Alors d'accord, on va parler des mesures éducatives il existe des mesures pour les 10 ans, voilà. mais là, il s'agit de pouvoir sanctionner un enfant dès 12 ans. Vous, tout simplement, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Il existe dans notre code des mesures éducatives et des sanctions éducatives pour les mineurs entre 10 à 13 ans, comme l'admonestation, la protection judiciaire, la confiscation d'objets, l'interdiction de paraître. Enfin, il y a tout un dispositif, tout un panel qui a été mis en œuvre justement pour que les juges et les éducateurs aussi puissent avoir une gamme appropriée de façon à répondre. Mais on se rend compte qu'il faut aller plus loin. C'est la raison pour laquelle, en matière de délinquance des mineurs, nous avons pris un certain nombre de mesures encore récemment, par exemple comme le service citoyen dans les établissements de la défense. Mais il est nécessaire, sans doute, d'ouvrir un débat. Nous ne sommes pas prononcés de façon définitive. Vous dites juste, je veux bien ouvrir un débat, mais vous ne dites pas si vous êtes pour ou contre. Moi, je suis pour le renforcement de mesures éducatives et de sanctions éducatives pour les mineurs de 12 ans. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit des sanctions. Pourquoi 12 ans au fond? Mais parce que ça existe. Et ça existe, je suis pour un renforcement, pour que nous puissions avoir des mesures beaucoup plus dissuasives. Mais il y a quelque chose de très important qui a été dit par l'un de vos auditeurs tout à l'heure, c'est le rôle des parents et le rôle de la famille. Et je crois qu'à cet âge-là, on doit d'abord faire l'objet de mesures éducatives par rapport à sa famille, par rapport à ses parents, et peut-être de mesures plus contraintes. D'ailleurs, vous savez que maintenant, dans une loi récente que nous avons votée, les parents peuvent être contraints de venir à l'audience et même de suivre des stages de responsabilité parentale. Si on vous entend bien, vous nous dites, à partir de 12 ans, on peut prendre des sanctions éducatives. Est-ce qu'on peut prendre des sanctions pénales? Et puis on donne la parole à Daniel Vaillant. Oui, bien sûr, ce sont des sanctions éducatives ou pénales. Cela existe. Cela existe même à partir de 10 ans. Et je pense qu'il faut aujourd'hui vous souhaitez renforcer cet arsenal. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ça ne répond pas à tous les problèmes. Et ce qu'il faut dans les mains du juge ou dans les mains des éducateurs, c'est Philippe Goujon, une boîte à outils beaucoup plus perfectionnée. On va laisser répondre Daniel Vaillant sur ce point. Est-ce que vous dites, effectivement, à partir de 12 ans, on peut prendre des sanctions, sachant que ce qui existe aujourd'hui, c'est possible de dire à un enfant, il faut réparer ce que tu as fait, mais il faut que l'enfant soit d'accord, alors que ce que propose l'UMP, ce sont des sanctions qui seraient sans l'accord de l'enfant. D'abord, je ne suis pas venu là pour polémiquer, parce que c'est un sujet extrêmement grave. Et je pense qu'une société qui est confrontée à ces difficultés, que M. Goujon ne nie pas, c'est-à-dire la société a échoué. L'évolution, qu'on a tous quelque part acceptée, d'enfants qui ne sont plus les enfants des parents mais de la société, parce que les référents des enfants ont changé, c'est quand même ces questions qu'il faut se poser. Pourquoi en est-on là? Après,
les mesures coercitives, on peut toujours regarder, même si l'ordonnance de 45, je le rappelle, a été modifiée 50 fois, toujours dans le sens du durcissement, et on constate qu'il faut durcir encore et que ça ne marche pas. Donc moi j'ai envie de prendre le problème à l'envers. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que... Alors il y aura toujours les jeunes d'aujourd'hui qu'il faudrait... Et les parents, parce que vous avez évoqué la responsabilisation des parents. Bien sûr, qui serait contre? Alors, le problème, c'est qu'il y a des parents... Daniel Vaillant, oui, mais oui. un vol violent sur 2 ou presque serait commis par un mineur. Qu'est-ce que propose le Parti socialiste écoutez, pour remédier à ce phénomène qui est inquiétant? Quelles sont vos propositions au Parti entre socialiste? 12 et 13 ans, je trouve ça un peu, pourquoi pas 11, effectivement. Il y a des dispositions, je suis d'accord avec Philippe Goujon, qui existent. Faut les mettre en œuvre, il faut des moyens. Et je pense que c'est un des problèmes. Faire rentrer la délinquance des mineurs dans le code pénal, alors il y a le débat, des magistrats sont pour, des magistrats sont contre, la plupart sont quand même contre. Et deuxièmement, il existe déjà des choses qui peuvent être mises en œuvre. Mais on revient à la question essentielle. Comment peut-on aider des parents aujourd'hui à devenir des parents? Parce qu'ils ne sont pas des parents. Et comment on peut demain éviter les errements d'aujourd'hui et les politiques répressives les unes derrière les autres? C'est toujours plus et ça ne marche pas. Donc je dis, prenons les problèmes à l'envers. La petite enfance, je peux vous dire, moi, d'un certain nombre de couches de la société dans des quartiers, l'accueil à la crèche le plus tôt possible, la scolarisation maternelle, le droit à l'école, avec une école qui est la priorité des priorités. Si on veut éviter que ça continue et que ça s'accélère. Bref, l'argent n'est pas le but de tout. Voilà, c'est quand même le produit d'une société totalement consumériste qui nous amène aujourd'hui à avoir des enfants, voler, vouloir de l'argent, ne pas vouloir s'éduquer, ne pas vouloir apprendre à devenir des citoyens en herbe. On entend bien tout ce que vous dites, mais sur la question qui a été posée, c'est-à-dire que jusqu'à présent, la sanction pénale, c'est 13 ans. Voilà. Là, on dit il pourrait y avoir un autre type de sanction. C'est quoi de passer à 12 ans? C'est une affaire de communication. Le parti du président de la République a décidé de donner cet affichage, mais ça ne réglera rien. Pas plus d'ailleurs que toutes les lois qui sont adoptées donnent quelque chose dans la mesure où elles sont inapplicables ou inappliquées par manque de moyens. Donc je pense que aller de plus en plus vers la répression ne règle rien. Pardonnez-moi, un enfant qui commet des actes, il n'est pas sur le code pénal, c'est pas sur ce qu'il risque de lui arriver, il fait de manière un peu, je dirais, sauvage, des actes insupportables et insupportables pour eux-mêmes. Leur avenir est en cause. Donc moi, je pense qu'il faut se dire, l'éducation d'aujourd'hui, c'est la sécurité de demain. Daniel Vaillant, on va aller vers une autre proposition de l'UMP, c'est celle qui concerne le juge pour enfants. Alors on sait qu'actuellement, le juge pour enfants est un juge qui va juger l'enfant qui est à la fois victime et à la fois délinquant. C'est la particularité de ce juge. Vous dites à l'UMP, il faut arrêter ça, il faut que le juge pour enfants puisse simplement se concentrer parfois sur les mineurs délinquants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, Philippe Goujon? Oui, tout d'abord, je ne voudrais pas qu'on oppose dans ce débat Daniel Vaillant par rapport à un projet éducatif, préventif, et puis Philippe Goujon qui, lui, serait le représentant de la répression. Vraiment, on n'en est plus là. Je crois d'ailleurs, on a souvent des débats avec Daniel Vaillant dans d'autres enceintes. Il est bien évident qu'il est absolument nécessaire de marcher sur ces deux piliers et qu'il y a aussi, dans le cadre de nos réflexions, le volet éducatif qui est ô combien crucial, ainsi que le volet préventif. D'ailleurs, dans cette convention que vous évoquez... La convention, effectivement, que vous évoquez a parlé tout à la fois d'éducation et de justice. Et de police, d'ailleurs. Et de police pour mieux lutter contre la délinquance. Bien sûr. Et il se trouve que le débat d'aujourd'hui, c'est comment mieux lutter contre la délinquance. Et c'est pas uniquement l'éducation. On pourra parler d'éducation un autre jour. Pour ce qui est de la lutte contre les délinquances... Oui, enfin, vous savez, la mesure d'Éric Ciotti concernant l'absentéisme scolaire a donné d'excellents résultats avec la suspension, la menace. Rien que la menace de la suspension des allocations familiales, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, 98% des familles qui reçoivent un avertissement, eh bien, renvoient leurs enfants à l'école. Alors, pour la question le rôle du juge pour enfants. Oui, le juge pour enfants a aujourd'hui affaire à des jeunes qui sont très différents, qui sont extraordinairement très différents, et il y a effectivement des vrais durs, notamment des récidivistes et des multirécidivistes. Donc il est aujourd'hui nécessaire, et moi je partage cet avis, qu'il y ait un juge protecteur
pour un certain nombre de jeunes qui, effectivement, doivent faire l'objet de mesures de protection par rapport à l'enfance et par rapport à leur maturité. Et puis, un juge aussi qui sanctionne lorsque ceux-ci sont des récidivistes plus particulièrement. Et que, d'ailleurs, je pense qu'il doit y avoir un code des mineurs qui doit être rédigé de façon à mieux appréhender aujourd'hui la problématique des mineurs. C'est vrai que l'ordonnance de 45 a été réformée un nombre incalculable de fois, mais aujourd'hui, je crois qu'il faut tout remettre sur la table. Il y a un certain échec, même s'il y a des mesures qui ont été prises, il faut continuer. Et je termine, nous avons un tribunal correctionnel pour mineurs qui a été mis en place pour les récidivistes de plus de 16 ans. Tout ce que propose l'UMP, finalement, c'est un changement de philosophie par rapport à l'ordonnance de 45, Daniel Vaillant. Finalement, cette ordonnance, il a fallu la réformer 50 fois. Ça veut bien dire peut-être qu'il y a vraiment des choses à changer en profondeur. Pourquoi vous dites pas, vous, au PS, eh bien, allons-y, imaginons autre chose? Si on l'a changé 50 fois et qu'on repose des questions aujourd'hui, reconnaissez que ces 50 changements n'ont pas apporté les solutions. Bien. Et je ne pense pas qu'une 51e apportera de nouvelles solutions. Elles existent aujourd'hui, ces solutions. Un enfant qui est amené, parce que j'appelle ça un enfant, à 12 ans ou à 13 ans, c'est un enfant, qui est conduit, soit parce que les parents n'ont pas pu être vigilants ou ne l'ont pas été, tout simplement par déresponsabilisation, soit parce que c'est l'échec scolaire et c'est les conditions sociales de la famille. C'est à cela qu'il faut réfléchir et prévenir. Il y a les sanctions. Il faut que dès le premier acte, il y ait la sanction adaptée. Et cela existe. Et donc, moi, je ne suis pas... Est-ce que les peines aujourd'hui, pour les mineurs, sont assez dissuasives? Mais je crois... Je vais peut-être me faire mal voir, mais je ne crois pas que les peines soient dissuasives. C'est ça le problème. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'un enfant de 12 ans ou de 13 ans, quand il commet un acte, il pense au risque qu'il prend. Je crois qu'il faut l'amener à ne pas commettre l'acte. Et c'est un vrai débat que nous avons. Il faut une police, il faut une justice, bien évidemment, pour sanctionner, réparer pour la société, mais contribuer aussi à ce que, notamment quand c'est un jeune, à le sortir, à le remettre, comme on disait dans le temps, dans le droit chemin. Or, je pense qu'on se concentre toujours, on se focalise sur il faut la sanction, il faut qu'il se redresse, c'est la police et la justice, c'est utile, mais il faut avant, tout acte commis par un jeune est un échec dans la société. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Donc il faut que le magistrat, il ait la double possibilité, parce qu'il l'a aujourd'hui, c'est la sanction, bien évidemment, parce que c'est souvent nécessaire, mais c'est aussi la protection du jeune. Parce qu'un jeune qui est en délinquance est aussi à protéger quelque part contre lui-même et contre la dérive. À ce stade du débat, on va poursuivre, mais je vous propose d'élargir un petit peu notre réflexion en écoutant un sociologue. Il s'agit de Bernard Moignard, il est l'auteur de L'école et la rue fabriquent de la délinquance. Il revient au micro de Caroline Gillet sur le sentiment d'insécurité. On a clairement une montée des préoccupations autour des questions de violence. On y met plein de choses, on y met beaucoup de choses, on y met des faits qui ne sont pas comptabilisés justement ou repérés dans le code pénal et des faits qui, eux, le sont. Et ça donne un amalgame autour de choses qui sont mélangées et qui témoignent finalement d'une montée du sentiment d'insécurité alors que les chiffres sur la délinquance, que ce soit la délinquance des mineurs ou des majeurs d'ailleurs, ne montrent pas une explosion de la délinquance en général. On ne peut pas dire que ce sentiment d'insécurité est corroboré à des faits objectifs qui illustrent une augmentation, soit de la violence si on est sur quelque chose de plus circonscrit, ou plus largement de la délinquance. Les chiffres par rapport à ça sont très clairs. On n'a pas une explosion, ni même une augmentation, voire les derniers chiffres qui ont été publiés par l'Observatoire national de la délinquance ont même plutôt tendance à montrer qu'il y a une atténuation d'un certain nombre de violences et de faits de délinquance également. Alors on l'entendait, sentiment d'insécurité lié bien souvent non pas à des actes forcément très graves, mais à un climat d'incivilité, parfois un manque d'éducation. Et sur ce point, question de Luc Bronner du Monde. Philippe Goujon, le gouvernement a mis en place, vous l'évoquiez tout à l'heure, un dispositif il y a moins d'1 an sur la suspension des allocations familiales pour les enfants absentéistes. 32 000 familles convoquées, 160 qui ont vu leur allocation familiale suspendue. Est-ce que pour vous c'est un résultat satisfaisant? C'est un grand succès.
Pourquoi ? On le doit d'ailleurs à notre collègue Éric Ciotti, qui a bien pris la mesure et qui d'ailleurs dans son département des Alpes-Maritimes fait beaucoup d'expérimentations qui vont dans le bon sens, comme le contrat de responsabilité parentale, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement un système de sanctions graduées. Et c'est ça qui est nécessaire. On ne décide pas du jour au lendemain de supprimer les allocations familiales. Il y a un système de sanctions graduées, c'est-à-dire qu'il y a un premier avertissement de l'inspecteur académique. Ce premier avertissement est envoyé aux familles. Et avertissement après 4 demi-journées d'absence. Voilà, après 4 demi-journées. D'accord. Et après 4 journées d'absence, et 4 demi-journées d'absence, et ensuite, déjà, rien qu'avec ce premier avertissement, plus du tiers des familles renvoient leurs enfants à l'école. Et avec le deuxième avertissement, un peu plus poussé, je le disais tout à l'heure, 98% des familles renvoient leurs enfants à l'école. C'est un très grand succès. C'est une mesure qui a fait beaucoup de bruit quand elle a été contestée, parce que bon, chacun avait des postures idéologiques, ce que je peux comprendre, mais qui, dans les résultats, de la façon dont elle est appliquée, d'ailleurs par les rectorats, donne des résultats très probants, avec bien sûr, en plus, aussi une prise en charge par les conseils généraux et par les municipalités au niveau de la responsabilité parentale. Philippe Goujon, 160 familles qui ont vu donc leurs allocations familiales suspendues. Oui. Il faut aller encore plus loin. Il faut mais faire ce que je veux dire, c'est que c'est très peu par rapport aux dizaines de milliers de familles qui ont décidé d'obliger leurs enfants. A parfaitement fonctionné. Absolument, oui, absolument. Alors on pose sur ce point la question à Daniel Vaillant. Il faut sanctionner financièrement ou pénalement les familles qui sont mises en cause. Ce que j'ai dit à l'époque de la loi Ciotti, j'ai dit c'est pas un problème idéologique. Si c'est une mesure dont je pensais qu'elle marcherait, ça me choquerait pas. Mais je doutais à l'époque. Et je doute encore un peu aujourd'hui que ça règle des problèmes de masse. J'ai deux éléments à dire à ce stade. D'abord, je ne voudrais pas qu'avec un débat comme celui-ci, on pense que la jeunesse française, c'est la jeunesse de la délinquance, de l'absentéisme à l'école. Voilà, essayons de redonner quand même à la jeunesse sa chance. Parce que la jeunesse française, heureusement, elle n'est pas toute celle qu'on essaie de décrire aujourd'hui. Premier élément. Deuxième élément, si ça marche, pourquoi pas pardonnez-moi, 160 familles sur un ensemble français, je crois qu'il faut qu'on ait quand même une évaluation qui permette de voir combien de familles ont vraiment réintégré l'école pour leurs enfants 30 000 familles. Et savoir quel est le devenir de l'enfant par ailleurs, même s'il va à l'école, ça ne règle pas les problèmes qu'on évoquait précédemment. On en sera d'accord. Si ça marche, si vous gagnez au mois de mai prochain, vous ne revenez pas par exemple sur une mesure comme celle-là. Si une évaluation sur une plus longue durée et tout ça. Oui, là, c'est sur 6 mois à peu près. Voilà, montrer que c'est vraiment dissuasif et efficace du point de vue des parents. Moi, je craignais à l'époque, et ça mérite des vérifications, des études, je craignais que, notamment par rapport à des jeunes un peu plus âgés, il y ait le risque que ce qu'on perd d'un côté, le jeune soit amené à le récupérer pour la famille de l'autre. Sous forme de criminalité, c'est ce que vous voulez dire, de trafic. Et donc ça, de je trouve que ça aurait été dramatique. Et il n'est pas sûr qu'il n'y ait pas quand même ces effets pervers à une disposition. Je vous réponds clairement, je pense que tout ce qui va dans le sens de la prise de responsabilité des parents, pour peu qu'ils soient en état de la prendre. La difficulté de la France aujourd'hui, c'est qu'on a deux générations, à mon avis, dans certains cas, qui ne sont pas en état, justement, d'assumer la parentalité. C'est que vous demandez encore à voir ce dispositif, mais moi, ce que j'entends, c'est que s'il fonctionne, eh bien, pourquoi pas? C'est un peu ce que vous nous dites, là, ce soir. Oui, j'ai toujours dit la même chose. Je pense que s'il fonctionne vraiment et qu'il permet de résoudre des difficultés, pourquoi pas? D'accord. Je doute qu'il ne règle l'ensemble des problèmes. Ce sont quand même des petites mesures. Pas une mesure sèche, bien sûr, puisque je dis ensuite, il y a un accompagnement par des mesures sociales, par les conseils généraux. Il y a aussi une possibilité d'intégration dans des établissements de réinsertion scolaire que le gouvernement a créé. Enfin bref, il y a toute une gamme là aussi. En tout cas, la réponse que j'apporte, c'est plus les enfants sont à l'école, mieux ça vaut. Évidemment. On a compris. Autre sujet, la vidéosurveillance. Alors là, je ne suis pas certain que vous soyez tout à fait d'accord sur ce point. Question de Luc Bronner du Monde. Philippe Goujon, on sait que le gouvernement a une politique volontariste sur la vidéosurveillance qui a aussi servi à compenser les baisses d'effectifs de policiers. Est-ce qu'il n'y a pas eu de ce point de vue-là une erreur de la part du gouvernement qui pourrait expliquer les résultats actuellement assez médiocres en termes de statistiques, notamment sur les violences aux personnes? Oui, je suis obligé de vous démentir sur à peu près tout. Alors on va examiner point par point ce que vient de dire Luc. Il n'y a pas de diminution d'effectifs si on compare à la période précédente. Il y a aujourd'hui environ 1700 policiers et gendarmes de plus qu'en 2002. Il y a eu beaucoup de recrutements. Aujourd'hui, depuis quelque temps, c'est vrai, il y a moins d'effectifs. Enfin, les effectifs ont un peu baissé, mais ils sont toujours supérieurs à ceux de 2002. Et d'ailleurs, je n'entends plus
pour interroger M. Vaillant là-dessus, éventuellement, la proposition faite par M. Hollande ou M. Horvath, je ne sais plus, de recruter 10 000 policiers et gendarmes. On n'entend plus parler de cette proposition. Et c'est une bonne chose parce qu'il n'y a pas que le toujours plus, il y a le toujours mieux. La vidéoprotection, c'est un projet du président de la République qu'il a mis en œuvre en voulant tripler le nombre de caméras en France, en les faisant passer à 60 000. Et je me réjouis qu'à Paris, notamment, à partir du 21 décembre, nous ayons déjà une partie de ce nouveau dispositif en place qui va permettre à la police de faire un travail beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin, beaucoup plus intelligent. Et partout, dans toutes les villes où la vidéoprotection a été mise en œuvre, et il y en a des dizaines et dizaines en France, de quelque couleur politique que ce soit d'ailleurs, et à l'étranger, il y a une forte baisse de la délinquance. L'effet plumeau n'est pas complet du tout. Il y a bien sûr un effet plumeau, mais il y a aussi une baisse réelle de la délinquance, et surtout l'identification des auteurs de délits. S'il y a de la vidéosurveillance, est-ce que vous savez, Philippe Goujon, s'il y a de la vidéosurveillance et en quel nombre à Marseille en ce moment? 3 morts en quelques jours. Hein, oui. D'accord, mais ça n'empêchera jamais des vols à main armée et qu'il y ait plus de ça n'amènera pas qu'il y ait plus de délinquance. Je dis simplement qu'il y a une très forte baisse de la délinquance lorsqu'il y a vidéoprotection. D'ailleurs, j'observe qu'à Marseille, malgré les faits très graves que vous citez, il y a une baisse de la délinquance et une augmentation de la présence policière par une augmentation des effectifs. Sur ce point, on va laisser la vidéoprotection, c'est la façon Daniel de faire Vaillant une police sur de la voie publique vidéoprotection. Quelle est votre position? Est-ce que vous êtes pour plus de vidéoprotection ou vidéosurveillance? Ou alors vous dites... Voilà. Attendez, je vais vous le dire. Ça ne doit pas alors, on va le avoir de laisser rapport répondre, avec la Philippe baisse Goujon. des effectifs. Je suis tout à fait d'accord avec ça. D'abord, moi, je suis pour la vidéoprotection pour ce qu'elle a de complémentaire avec l'action de la police sur le terrain. Absolument. D'ailleurs, vidéoprotection et pas vidéosurveillance. Les mots ont un sens. Oui, parce que les mots ont un sens, comme vous dites. Si ça concourt à l'élucidation quand des faits se sont produits, pourquoi je serais contre? Quand on a installé la vidéoprotection dans le métro, au grand magasin, etc., personne n'a dit c'est une atteinte à la liberté. Donc moi, je n'ai pas été de ceux qui disaient « Ouais, halte, attention, c'est pas bien ». Si c'est complémentaire. Et d'ailleurs, à Paris, nous avons accompagné le préfet de police avec le maire de Paris dans sa demande. Simplement, je crois que l'avantage que nous avons eu justement en disant oui, mais à des conditions, c'est d'avoir installé un code déontologique, éthique. Il y a une commission, un comité de vérification présidé par M. Kessous, et notamment dans certains arrondissements, je donne l'exemple, on a dit non, des caméras là, on n'en veut pas. Parce que mettre des caméras là où on va accueillir des toxicomanes ou devant des centres sociaux, ça n'a aucun sens. Parce qu'il ne faudrait pas que la dissuasion soit de l'autre côté. L'implantation des caméras s'est faite en concertation entre Tout l'État à fait, et je suis en train de l'expliquer, M. Goujon. Et donc, on verra ce que ça produira. Je n'attends pas des miracles. Et j'avais alerté le préfet de police à l'époque sur le fait que ce qui serait très dommageable, c'est que des policiers voient des faits se commettre sur une caméra et qu'il n'y a aucune réactivité policière derrière. Pour cela, je dis, on reviendra sur le débat, sécurité, police, etc. après sans doute. Je pense que la RGPP, comme on dit, la réforme des politiques publiques en matière de policiers, c'est vraiment une faute, une erreur. Sans doute, le nombre de fonctionnaires peut être réduit dans un certain nombre d'administrations, parce qu'il faut tenir compte de la situation financière dans laquelle vous avez mis la France. Mais je pense que réduire le nombre de policiers et de gendarmes est une hérésie au moment où on parle d'insécurité. Sur ce point, le Parti socialiste a visiblement évolué. Il y a quelques mois, le PS parlait d'une vague d'embauche de plusieurs milliers de policiers. François Rebsamen, qui est le monsieur sécurité de François Hollande, a annoncé dans Le Monde il y a quelques jours qu'il n'y aurait pas d'embauche massive de policiers dans les mois qui viennent. Sur ces sujets, j'ai quand même une certaine expérience. Je pense qu'il faut faire des recrutements au fur et à mesure que les besoins se font, des départs à la retraite également. Et c'est vrai qu'il faut des policiers mieux formés. Donc moi, je ne suis pas pour des embauches massives d'un seul coup. Ça ne rime pas à grand-chose. Il faut que les écoles de police puissent d'ailleurs les supporter et puis que les finances publiques puissent les assumer. Mais je vais être très rapide. Vaillant, parce qu'on va laisser répondre Philippe Oui, Goujon oui, sur je vais cet être très aspect des rapide. choses. Je pense qu'il faut que dans un certain nombre de zones, urbaines ou rurales, parce que le monde rural n'est pas sans connaître des difficultés, il faut créer des dispositifs particuliers, partenariaux notamment, avec les élus, les associations, les services, l'éducation nationale, avec une vraie proximité de la chaîne pénale,
police, justice, ça veut dire des moyens supplémentaires, là on en a besoin le plus. C'est ma manière à moi. Plus de moyens pour la justice qu'au fond que pour la police, c'est un peu ça? Pour la justice, bien évidemment, mais aussi pour la police, mais bien utilisé au service du citoyen et pas uniquement au service des institutions ou de l'ordre. On laisse répondre Philippe Goujon sur cette RGPP, et puis plus globalement, avec tout ce qui se passe ces derniers jours, on a parlé de ces braquages, on a un sentiment comme ça que l'insécurité est repartie à la hausse. Vous dites quoi du bilan de Nicolas Sarkozy, Philippe Goujon? Je dis qu'en matière il a réussi à endiguer cette insécurité, ou il a fait comme ses prédécesseurs? Non, je dis que jamais un gouvernement et un président de la République n'ont autant fait baisser les chiffres de l'insécurité en France. Depuis 2002, et vous voyez, j'englobe plusieurs présidents du gouvernement, il y a environ une baisse de 17%. Ça fait quand même 5 à 600 000 victimes de moins. Avec une hausse en revanche des violences. Oui, avec une hausse des violences, mais qui était de 10% par an il y a 10 ans et qui est passé à 2% par an. Et je constate qu'aujourd'hui, nous finirons l'année avec une baisse de ces violences. En plus, il faut, au niveau des violences, faire la différence entre les violences intrafamiliales, qui, c'est vrai, ont augmenté pour un certain nombre de raisons. D'abord parce qu'aussi elles sont plus identifiées, plus déclarées, c'est tant mieux. Et les violences crapuleuses qui diminuent. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement une question d'effectifs. D'ailleurs, c'est ce que dit également M. Vaillant. Il y a eu un gros travail d'optimisation et d'organisation de la police et de la gendarmerie. D'abord, la police et la gendarmerie ont été, en quelque sorte, réunifiées, mutualisées. Il y a eu aussi davantage de tâches indues, de gardes statiques qui ont été supprimées, de transferts judiciaires pour amener les policiers vers leur cœur de métier. Il y a eu à Paris, par exemple, et dans la région Île-de-France, la police d'agglomération qui a permis de mieux articuler les forces de police et de mieux les utiliser. Si on vous entend bien, les policiers et donc ça coûte moins cher et ça fait un meilleur travail sur le terrain. Alors, avec plus de présence policière. Il nous reste à tous les deux quelques minutes dans cette émission et c'est maintenant l'heure des questions d'actualité. Alors, la règle de ces questions d'actualité, ce sont des questions brèves et des réponses brèves. Et je donne la parole à Gilles Leclerc. Daniel Vaillant, vous êtes le mandataire de la campagne du candidat François Hollande et vous avez saisi, il y a quelques jours, la Commission nationale des comptes de campagne. C'est-à-dire que vous vous interrogez sur la campagne ou l'avant-campagne de Nicolas Sarkozy, avec ce débat qu'on entend tout le temps, mais qui d'ailleurs ne date pas d'hier, entre un président qui préside et un président qui peut-être sera candidat demain. Je lui donne des conseils de modération. Il est président de la République et il n'est pas question de mettre en cause sa capacité, avec les deniers publics, de faire son travail de président de la République. Quand il enfourche le cheval de la campagne électorale, je dis attention. On a vu, ce qui est quand même un scandale, 95, le compte de campagne et les comptes de campagne actés alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. Eh bien, il ne faut pas recommencer les mêmes erreurs. Donc je dis, et j'ai écrit dans ce sens à M. Legereau, je dis voilà, quand il est en campagne, il faut que ça puisse être intégré dans son compte de campagne le moment venu. Toulon hier, pour vous, c'est quoi? Oui, Toulon, c'est un meeting avec 5000 militants UMP que j'entendais ce matin à la radio, qui disaient oui, c'était bien comme président de la République, mais il était vraiment en campagne, et ça c'est bien, il y avait une belle part pour la campagne. Voilà, même les militants UMP se rendent bien compte qu'il y a un candidat et un président. Qu'est-ce que pourrait décider la commission des comptes de campagne bon, à écoutez, ce sujet-là? C'est de quantifier sur un déplacement, il coûte tant, on considère qu'un tiers est du domaine du candidat, un 2 tiers du domaine du président. Les dépenses, comme vous dites, du meeting de Toulon doivent être réintroduites dans les comptes de campagne du candidat Sarkozy. Je pense au tricastin, je pense hier, mais s'il va voir Mme Merkel ou s'il y a une réunion... bien évidemment, ça ne doit pas rentrer dans ses comptes de campagne. Je veux être modéré, mais je pense qu'on a besoin, dans la crise que nous traversons, avec la souffrance des gens, je pense que ça pourrait être très mal compris, et d'ailleurs ça commence à l'être, en disant, faut pas exagérer, il y a quand même des déplacements à grand renfort de tout, quoi. Et tout, alors que Hollande, lui, par exemple, parce qu'il a été investi le 16 octobre, tout rentrera dans son compte de campagne. Alors ça sera payé par sa campagne, par le... La foire au livre de Brive, ça ne va pas coûter très cher, effectivement. Comment ? Non, je rappelais. Oh, oui, vous parliez de la foire toujours de rire, oui, M. Goujon, mais et la sur ce vérité, point, c'est que les vous Français dites... payent en attendant.
sur ce point. Vous dites quoi? Vous dites oui, effectivement, hier il y avait une partie effectivement de l'intervention de Nicolas Sarkozy qui peut peut-être être considérée comme l'intervention d'un futur candidat et il faut le réintroduire dans les comptes de... Ça vous paraît pas logique? D'abord, je constate que le Premier ministre, François Fillon, dans les mesures qu'il a prises pour désendetter le pays, a décidé effectivement de diminuer de 5% les dépenses électorales des candidats. Donc ça, c'est une mesure forte et qui va compter par rapport au remboursement. Deuxièmement, c'est vrai qu'on réalise les autres candidats sauf le président de la République. Deuxièmement, je considère que c'est vraiment une querelle un petit peu médiocre, alors que les Français attendent du président de la République des explications sur la crise, des mesures pour en sortir et qu'ils ont l'espoir que le président de la République, ayant la situation en main et négociant avec l'Allemagne, avec l'Europe, avec l'ensemble des pays du G20, arrivera à prendre des décisions. Je crois que c'est un peu médiocre de ramener ça au compte de campagne. Avec le côté Dernier médiocre. point. Je vois que ça a porté déjà. Je peux terminer, Autry-Castin, non, attendez. Autry-Castin, Nicolas Sarkozy attaque Hollande, attaque l'accord avec les Verts, fait de la politique électoraliste. Hier, il a été plus prudent. Oui. Il n'a pas prononcé les mots particuliers. Il a raison de dire que les 35 heures et la retraite à 60 ans avaient beaucoup affaibli notre pays. Ça fait partie effectivement des causes de la crise économique en France. Mais ce que je voulais la troisième chose que je veux dire, c'est que pour répondre à Monsieur Vaillant, il a certainement lu l'interview dans un journal du matin de Monsieur Logereau qui a dit que, et c'est le président de la Commission nationale de contrôle des comptes qui a dit que ça ne rentrait pas dans les comptes de campagne. Point barre. C'est ce qu'a dit Monsieur Logereau, qui est le président de la Commission nationale de contrôle des comptes. Oui, mais tout ça peut être très incompris par les Français. Daniel Vaillant. Nouvelle question de Gilles Leclerc. Philippe Goujon, d'ailleurs, Daniel Vaillant, il faisait allusion il y a un instant. Vous étiez un proche d'Édouard Balladur. J'imagine que vous avez lu hier notre confrère Le Parisien, avec notamment cette interview de Jacques Robert, l'ancien membre du Conseil constitutionnel de l'époque, quand même qui s'interrogeait sur les comptes de campagne de 95 d'Édouard Balladur. Vous en avez pensé quoi quand vous avez lu ce livre? Vous avez raison de dire que je connais bien Édouard Balladur et que sa personnalité est au-dessus de tout soupçon. Et je tiens à le redire ici. Et j'attends que quelqu'un puisse venir le contester sérieusement. Deuxièmement, je m'étonne que ce professeur de droit attende, je sais pas, 20 ans pour faire cette déclaration en tant que membre d'une institution qui ne doit pas s'exprimer sur les choses. Ça fait partie du statut de ces personnes. Ça crée pas un malaise quand même? Est-ce qu'on ne peut pas en tirer les leçons pour les campagnes à venir, tout simplement, à ce moment-là? Écoutez, il y a aujourd'hui, d'ailleurs, et ça fait consensus, un certain nombre d'instances qui contrôlent les comptes de campagne de façon très rigoureuse, me semble-t-il. Ces comptes, ceux d'Édouard Balladur notamment, ont été validés par le Conseil constitutionnel. Je suis étonné qu'un membre du Conseil constitutionnel aujourd'hui prétende le contraire. Ce n'est pas le seul membre du Conseil constitutionnel à avoir déclaré cela. Il y a quand même des doutes aujourd'hui sur la façon dont a été validée cette campagne. Il y a des gens qui s'expriment dans la presse et il y a une décision du Conseil constitutionnel. Alors qu'on attaque cette décision du Conseil constitutionnel, je serais curieux de voir le résultat. J'ai bien vu la réponse de M. Logereau, mais alors ici, le président de la République, par tactique, décidait d'être candidat uniquement quand la campagne officielle démarre. Ça veut dire que son compte de campagne démarrait uniquement à ce moment-là. Mais posez la question à M. Logereau. Il a répondu dans la presse. Il y a donc bien un petit problème quand même. Imaginez, faisait écoutez, je peux vous dire que quand il a fait sa déclaration de candidature le 8 mars, il n'était pas en campagne. C'est Jospin qui avait mené campagne sans candidat. Personne n'imaginait qu'il pouvait être candidat. En tout cas, il l'a été. Jospin l'a été en 95. Question de Luc Bronner du journal Le Monde. Philippe Goujon, Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, a eu des paroles très dures sur l'immigration et l'intégration, sur le fait aussi de réduire le nombre d'étrangers en situation régulière en France. Ça a été critiqué au sein même de la droite, notamment par M. Raffarin. Est-ce que vous pensez que Claude Guéant est allé trop loin? Non, je crois que Claude Guéant a une mission qu'il exerce le mieux du monde, à savoir faire tout ce qui est en sa capacité pour améliorer la sécurité encore dans notre pays, et il y arrive. Les chiffres montreront que pour la 9e année consécutive, la délinquance baissera dans notre pays. Et je crois qu'effectivement, il faut, dans un pays qui compte tellement de chômeurs et qui est en crise, aujourd'hui se poser la question de l'immigration de façon plus ferme, plus sévère et plus restrictive que par le passé. Donc oui, il faut expulser les étrangers en situation régulière, il faut confondre les fraudeurs, et il faut s'interroger
sur l'arrivée massive, bien sûr, qui est de moins en moins, mais quand même massive, des étrangers dans ce pays. D'abord, personne ne croit que l'insécurité a baissé, et je pense que c'est un mauvais calcul pédagogique. De l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. On va laisser Daniel Vaillant répondre. D'ailleurs. Je pense que, écoutez, c'est pas le problème. Daniel Vaillant. Le problème, c'est que l'insécurité n'a pas baissé, que c'est un échec parce que vous avez trop promis et vous n'avez pas pu tenir. Les statistiques sont les mêmes que sur votre époque, monsieur Vaillant. Mais sur cette question, les statistiques sont les mêmes qu'à votre époque, c'est le même mode de comptage. Toute baisse de l'immigration régulière, avec des critères en transparence, sera de l'immigration clandestine et irrégulière en plus. C'est un choix, mais moi je suis contre. Deuxièmement, quand j'entends M. Guéant dire il faut que les immigrés en situation régulière respectent les lois de la République, je suis à 100% d'accord avec lui. Quand il dit mais ils doivent aussi tenir compte, accepter notre mode de vie et nos coutumes, je suis en total désaccord avec lui. Personne ne peut obliger quelqu'un à manger de la dinde de 24 non, mais au moins à parler français. Vous voulez conclure d'un mot? Non, c'est pour la naturalisation notamment. Oui, bien sûr. Ça, c'est indispensable. Je dis que nous sommes dans un pays qui connaît une crise grave et que nos concitoyens doivent effectivement bénéficier d'un certain nombre de protections. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux pour ce débat et à la semaine prochaine pour un nouveau débat de la présidentielle.